Bonjour à tous. Ça y est, la diffusion de la 10e saison de Doctor Who est terminée. Et comme vous êtes mine de rien relativement nombreux à me demander mon avis et que je n'ai rien d'autre à foutre de ma vie, il est temps pour moi de reprendre les vidéos après 6 mois d'absence totale de nouveaux contenus sur ma chaîne. Après une saison 9 plutôt satisfaisante dans l'ensemble, malgré un final assez mitigé, les fans en attendaient beaucoup de cette saison 10 qui promettait d'être grandiose. Car non seulement ça devait être la dernière saison de Peter Capaldi, mais aussi la dernière de Steven Moffat. Donc personnellement je m'attendais à un truc assez ouf. Sachant que c'est plutôt dans les habitudes de Moffat de faire dans le sensationnel, même quand ce n'est pas forcément nécessaire, et que Capaldi fut finalement un très bon docteur, plutôt apprécié par les fans, et qu'il fallait donc un au revoir à la hauteur de l'acteur. Dans un premier temps, je vais effectivement donner mon avis sur chaque épisode, mais ensuite j'aimerais vous parler d'une problématique bien plus importante qu'un simple ressenti personnel sur la saison. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'au bout. Ah, et évidemment, je préfère prévenir, je vais complètement spoiler la saison, donc ne regardez surtout pas cette vidéo si vous ne l'avez pas entièrement visionnée. Le premier épisode de la saison est au final très classique. Tellement classique qu'il semble avoir été fait pour qu'un néophyte puisse tout bien comprendre. Car tout est réexpliqué à travers les yeux de Bill, nouvelle compagne du docteur, dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Tout est donc réintroduit du TARDIS jusqu'au voyage dans le temps, en passant par les origines du docteur. Alors en soi pourquoi pas, hein, mais personnellement je ne conseillerais pas du tout la saison 10 à quelqu'un qui voudrait commencer la série. Surtout quand on voit le final de cette saison. Cet épisode tournera donc autour du personnage de Bill, qui aura une semaine assez chargée puisqu'en plus de trouver une flaque d'huile bizarre, elle rencontrera une fille dont elle deviendra très proche, et elle découvrira qu'un des profs de l'établissement est en fait un alien voyageant dans le temps et l'espace. L'épisode est simple mais plutôt efficace. D'abord on découvre le personnage de Bill, et ensuite on assiste à une petite course-poursuite entre le docteur et Bill et sa copine chelou transformée en flaque. Au final, rien à dire de plus, je trouve juste dommage que le personnage de Heather ne soit pas plus exploité dans la saison. Parce qu'à part dans le final, dont on reparlera plus tard évidemment, elle disparaît complètement et c'est vraiment dommage car c'est un très bon personnage avec énormément de potentiel. Son étoile dans l'œil, sa relation avec Bill, son côté mystérieux, tout ça m'a beaucoup séduit et j'ai été déçu de voir qu'ils n'en ont absolument rien fait de toute la saison. Mais à part ça, j'aimerais surtout évoquer un élément de l'épisode qui m'a pas mal frustré. Car évidemment, vous avez tous remarqué que le bureau du docteur était bourré de références extrêmement subtiles au passé de la série. Parmi ces références, on trouve donc un portrait de Suzanne, la petite fille du docteur, et son premier compagnon. Et bien sûr, comme il ne faut pas faire plaisir qu'aux fans des classiques, on trouve à côté un portrait de River Song, qu'il a quitté définitivement il y a peu, même s'il ne s'est pas fait chier, il s'est quand même offert une nuit de 24 putains d'années pour lui dire au revoir. Mais bref, ce n'est pas de ça dont j'aimerais vous parler, mais de ce fameux pot à tournevis Sonic. Comment il peut avoir récupéré ces vieux tournevis Sonic alors que s'il en change régulièrement, c'est justement parce que les anciens ne fonctionnent plus. Je veux dire, sérieusement, ça n'a aucun sens. On sait que le tournevis de Tennant a complètement été cramé dans The 11th Hour, et que celui de Matt Smith s'est perdu dans le passé de Davros, puis s'est détérioré, puis gardé par Davros lui-même. Bref, jusqu'ici, le docteur semblait se faire de nouveaux tournevis Sonic seulement par nécessité, et pas par pure coquetterie. Et a priori, ce ne sont pas des répliques, puisque Nardole en utilise un plus tard dans l'épisode, donc on imagine que les autres fonctionnent aussi. Donc non, ces tournevis Sonic ne devraient pas être là. Alors bien sûr, ce n'est qu'un détail qui en plus fait juste partie du décor, mais je trouve ça vraiment dommage d'avoir créé une incohérence juste pour du fanservice. Bref, un épisode très simple au final, sans grande surprise, mais relativement efficace. Un épisode plutôt ok, il est intéressant pour les thèmes qu'il aborde et pour son visuel très pertinent. Mais encore une fois, ça reste un épisode assez basique, voire même un peu mou. Mais le pire, c'est surtout la fin. Comme souvent dans Doctor Who, et c'est bien dommage, on se retrouve avec une conclusion complètement nulle sortie de nulle part qui arrange tout en 2 secondes. Et vous verrez que malheureusement, ce genre de fin est loin d'être une exception dans cette saison. Du coup, dans l'ensemble, on se retrouve avec un épisode cool, mais qui se conclut par j'ai reboot les robots, donc du coup tout va bien maintenant. Sérieusement, c'est vachement décevant quand même. Et maintenant on arrive déjà au moment de la saison où l'on commence à se faire chier. Bon évidemment on a toujours eu des épisodes plus mous que les autres dans les précédentes saisons, mais là je l'ai vraiment trouvé vide d'intérêt. Le monstre de l'épisode est en fait une créature gentille, qu'il faut laisser partir. Waouh, comme c'est inattendu. Et le méchant est juste un gars riche et raciste. Je n'ai vraiment rien de plus à dire, c'est vraiment l'épisode un peu nul de la saison. Et il en faut toujours un.
Alors pour le coup, celui-ci c'est plutôt une bonne surprise. L'ambiance oppressante que dégage la maison se ressent parfaitement. David Suchet est parfait dans son rôle, et l'histoire est assez prenante. Malheureusement, tout comme Smile, il souffre d'une fin bien trop facile et bâclée. Encore une fois, tout rentre dans l'ordre comme par enchantement, et les gens morts ne sont pas vraiment morts. C'est un peu dommage d'avoir recours à de telles facilités scénaristiques, même si malgré tout c'est globalement un bon épisode. Tout ça c'est bien beau, mais ça manque un peu d'espace. Oxygène est un épisode sympathique, quoique un peu classique. Il me fait par exemple beaucoup penser à Under the Lake de la saison précédente. Le docteur et ses compagnons arrivent sur une base avec des humains mais aussi des zombies. Mais évidemment, comme dans Under the Lake, ce phénomène est en fait parfaitement explicable de façon rationnelle. La grande force de cet épisode, c'est sa critique du capitalisme, ici représenté par l'oxygène désormais payante. Mais bon, ça reste un thème maintes et maintes fois abordé, surtout dans les œuvres de science-fiction. Donc rien d'extraordinaire non plus. En fait, il est surtout intéressant pour ce qu'il apporte pour la suite, car le docteur ne se sortira pas indemne de cette mission de sauvetage. En effet, suite à l'épisode précédent, le docteur sera contraint de se débrouiller en étant aveugle. Alors clairement, j'adore cette idée de rendre le docteur aveugle. Par contre, en ce qui concerne l'épisode en lui-même, je suis assez partagé. Autant il apporte des éléments très intéressants comme le Veritas, les Monks, la dimension parallèle, etc. Autant je trouve qu'ils ne sont pas toujours très bien exploités. Prenez les Monks par exemple, dans cet épisode ils ne servent clairement à rien. Alors ok, ils sont pas mal flippants, mais à part avancer lentement vers leur cible et faire des petits cris horrifiques, ils sont complètement inutiles. D'ailleurs ils font un peu penser à du recyclage des Silence, non? Mais le plus gros problème de l'épisode selon moi, c'est le montage parallèle avec l'emprisonnement de Missy. Non, parce que clairement je pense qu'on avait déjà tous deviné qui était dans la chambre forte. Donc vraiment aucune surprise à ce niveau-là. Mais surtout, cette pseudo-révélation n'a rien à faire ici. Je vous assure qu'on peut remonter l'épisode en enlevant tous les passages concernant Missy, sans aucun problème, tellement cette partie est inutile. Bon après, tout le côté Matrix c'est plutôt cool, même si tout semble compliqué pour pas grand chose au final. Le docteur toujours aveugle, les Monks toujours là, mais cette fois-ci dans une pyramide. On a ici un épisode plutôt intéressant même s'il manque d'une réelle menace. Bah oui, puisqu'au final, durant tout l'épisode, on se demande si les Monks sont gentils ou méchants, il n'y a que durant la fin qu'un réel enjeu est présent. Personnellement, c'est donc la fin qui m'a fait apprécier l'épisode, même si encore une fois, un détail me gêne. Et oui, ça vous avait manqué, on a encore une fois le droit à la facilité scénaristique pour boucler la fin sans trop de problèmes. Car à la fin, Bill décide de passer le pacte avec les Monks, afin qu'il puisse rendre la vue à notre cher docteur, sinon il est plus ou moins dans la merde. Le problème c'est qu'à aucun moment, on nous montre que les Monks sont effectivement capables d'une telle chose. Alors ok, ils savent lire l'avenir, d'accord, mais genre ils peuvent rendre la vue du docteur comme ça, sans problème, comme par magie, et à distance. Sérieusement, il fallait juste le justifier ou le montrer un peu avant, et ça serait beaucoup mieux passé. Encore un épisode victime d'une fin bâclée, et c'est un peu dommage. Les Monks sont toujours là, mais ils commencent à être pas mal envahissants. Alors que le docteur semble avoir trahi tout le monde, Bill va tout simplement sauver le monde juste en pensant aux vieux souvenirs de sa mère. Bon allez, je déconne, je vais pas non plus m'acharner sur tous les épisodes, d'autant que bien plus que la fin, pour moi le vrai problème c'est cette fausse régénération. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Non, parce qu'on en a bouffé des fausses régénérations avec David Tennant qui se régénère en David Tennant, ou Matt Smith qui commence une régénération dans la saison 6, alors qu'on apprend plus tard qu'il était arrivé au bout de son cycle de régénération, mais là c'est quand même particulièrement gratuit. Déjà quand il libérait son énergie régénératrice dans The Witch's Familiar, c'était un peu étrange. Genre depuis quand il peut se servir de cette énergie comme on se sert d'un stylo, mais ça c'était rien à côté de The Lie of the Land. Là c'est carrément le festival du n'importe quoi, vu qu'il va carrément simuler une fausse régénération juste pour faire une blague à Bill. Bon, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Je veux dire, on sait que la régénération c'est particulièrement emblématique et ça plaît aux fans, mais c'est vraiment beaucoup trop facile de la lâcher aléatoirement dans un épisode pour ajouter un peu de tension à l'histoire. Surtout qu'on savait très bien qu'il n'allait pas se régénérer maintenant. Si vous y avez cru, tant mieux pour vous, je suis sûr que vous avez dû beaucoup plus apprécier cette scène. Mais en réalité, il n'y avait pas tellement de suspense. Vu l'habitude de la BBC de balancer toutes les infos en avance, vous pouvez être sûr qu'on aurait été au courant si le docteur s'était régénéré en plein milieu de la saison. On aurait au moins eu une annonce officielle du prochain acteur. Bref, mis à part ça, je dois avouer que l'épisode est plutôt plaisant. Les Monks semblent enfin un peu plus menaçants que précédemment.
et c'est déjà une grosse prouesse. Là c'est le moment où l'on entre dans la partie « On a foutu tout le budget sur l'arc des Monks, du coup on n'a plus grand chose ». On se retrouve donc avec un épisode bien trop simple, avec juste quelques Ice Warriors méchants, mais en fait pas si méchants que ça. Ah, et je sais pas si j'ai raté une explication, mais j'ai pas bien compris le délire des soldats britanniques du 19e siècle sur Mars. En fait, le seul point positif de l'épisode, c'est le design de la reine des Ice Warriors, que je trouve particulièrement réussi. Mais mis à part ça, pas grand chose. L'ensemble est tout juste ok, mais sans plus. Bon, ça va, en fait, l'épisode précédent est cool comparé à celui-ci. Alors autant le monstre de l'épisode est carrément stylé, autant il ne sert vraiment à rien, et on le voit même pas 5 minutes au final. Et bah c'est tout en fait. C'est triste, mais il n'y a rien de plus à dire sur cet épisode. C'est sur ce genre de finale que Moffat m'énerve. Car oui, sans grande surprise, j'ai adoré cette première partie de finale. Mais pourquoi Moffat nous montre tout l'étendue de son talent seulement à la fin de la saison? C'est vraiment frustrant. Pour parler de l'épisode en lui-même, il est tout simplement incroyable. En fait, on retrouve ici tout ce que Moffat sait si bien gérer habituellement, et qui a fait son succès lors de la période Russell T Davies. On retrouve donc ce côté flippant, voire dérangeant, qui fait pas mal penser à The Empty Child, par exemple. Mais aussi un déphasage temporel, parce que Moffat, il aime bien jouer avec le temps, et créer des décalages de plusieurs années entre ses personnages. En somme, du très bon Moffat, et du très bon Doctor Who. Selon moi, le plus gros coup de génie de cet épisode, c'est d'avoir recréé une origine au Cybermen mondasien. Car comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, un des problèmes que j'ai avec la série classique, c'est justement ce manque de cohérence globale, qui fait que j'ai du mal à considérer les classiques comme faisant partie d'un tout avec les New Who. Et les Cybermen mondasiens en sont un très bon exemple. Parce que oui, même s'il faut évidemment prendre en compte l'ancienneté de la série, il faut admettre que ces premiers Cybermen sont tout sauf crédibles. Et c'est là que je trouve ce final très réussi. En créant une nouvelle origine à ces Cybermen, il recrédibilise l'apparence pourtant hyper désuète des Cybermen originaux. Non seulement leur espèce de sac sur la tête est justifiée, mais en plus ils en deviennent carrément flippants. Et quand ils ne sont pas flippants, ils sont hyper dérangeants. Prenez par exemple la scène où l'on préfère couper le son du communicateur d'un des patients pour éviter qu'on l'entende se plaindre de sa douleur permanente. Je pense que même sans être forcément très empathique, on est obligé de trouver cette scène hyper poignante. Bien sûr, les Cybermen mondasiens ne sont pas le seul point fort de l'épisode, car le retour de John Simm fait aussi bien plaisir. Et s'il est évident que la surprise aurait été bien plus grande si la BBC n'avait pas spoilé sa présence dans la saison, il faut quand même admettre que son arrivée est très surprenante. Pour le coup, je pense que personne ne l'a vu venir. Mais du coup, après une première partie de finale aussi incroyable, qu'en est-il de la suite ? Bah franchement, pour son dernier final, le Moffat il a assuré. Je trouve que tout est très réussi dans cet épisode. Et on a le droit à une très bonne conclusion à la fois de la saison, mais aussi de l'ère Capaldi. Bon, même si au final on apprend qu'on va devoir attendre 6 mois pour voir sa véritable régénération, et ça c'est quand même pas très sympa. Par contre, autant j'ai pas surkiffé Bill dans la saison, autant là j'étais vraiment triste de la voir souffrir autant dans ce corps de Cyberman. Et toute la réalisation tournant autour de ça est particulièrement réussie. D'ailleurs, si l'arc des Monks faisait un peu penser au Silence, ici Moffat a un peu recyclé le final de la saison 8. Il a dû se rendre compte qu'il était pas ouf, et il a voulu le refaire en beaucoup mieux. Parce que oui, on retrouve le maître qui crée une armée de Cybermen à partir des morts, et un compagnon du docteur transformé en Cybermen. Mais heureusement, dans celui-ci, c'est quand même carrément plus réussi que dans la saison 8, dans laquelle on n'avait aucune empathie pour ce pauvre Danny Pink. Après, l'épisode n'est pas parfait non plus. Par exemple, je trouve hyper dommage de nous avoir teasé le duo entre Michelle Gomez et John Simm, alors qu'au final, ils ne servent vraiment à rien. Je pense qu'on était tous très contents de les voir ensemble, c'était cool, mais soyons honnêtes, ils sont complètement inutiles dans cet épisode. Et c'est hyper décevant, parce que le maître de John Simm, quand même, c'est pas rien. Maintenant que le tour des épisodes est fait, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'embête un peu depuis quelques temps concernant l'évolution de Doctor Who. J'ai l'impression que depuis la saison 9, on est tombé dans une boucle infernale de fanservice. Je pense que depuis l'arrivée de Capaldi, beaucoup ont lâché la série. Et quand on voit la saison 8, ça peut se comprendre. Mais du coup, les mecs de la BBC n'ont pas trouvé d'autre moyen que de jouer sur la nostalgie, afin de ramener ces bons vieux fans. Je veux dire, avant, on aimait Doctor Who pour ce que la série proposait, pour ses épisodes hors du commun. Maintenant, on est juste enthousiasmé par le retour de tel ou tel personnage.
Qu'est-ce qui me fait penser ça? Ne vous inquiétez pas, je vais développer. Dès le début de la saison 9, on a le droit au retour de Davros et de Scarrow. Bon après moi j'ai kiffé, hein, j'adore Davros. Mais le fait est qu'à mon avis, s'ils l'ont fait revenir, c'est pas pour rien. Dans Zygon Invasion, c'est à peine dissimulé puisqu'en plus du retour de Osgood, ils nous remettent carrément des extraits de The Day of the Doctor en début d'épisode, pour nous rappeler à quel point c'était cool quand même, rappelez-vous. Épisode qui était lui-même un gros gloubi-boulga de fanservice d'ailleurs. Mais bref, ce que je veux dire c'est que ce n'était pas forcément utile. Ils n'étaient clairement pas obligés de nous remontrer ça. L'épisode aurait été parfaitement compréhensible sans ça selon moi. Et bien sûr, le sommet de tout ça, c'est quand même le retour de Gallifrey et des Seigneurs du Temps en fin de saison 9, alors que leur retour devait être le but ultime du Docteur après l'épisode des 50 ans. Et oui, selon moi, c'est du fanservice, puisqu'ils ne l'ont fait revenir que pour Hellbent. Suite à ça, le Docteur semble avoir totalement oublié l'existence de Gallifrey, alors qu'il était quand même bien dans le bad quand il pensait l'avoir détruite après la guerre du temps. Mais tout ça, c'est rien à côté des gros spoilers volontaires de la BBC sur la saison 10. Car oui, si vous n'avez pas regardé cette saison au moment de sa diffusion, sachez qu'il était absolument impossible de ne pas se faire spoiler le retour de John Sim, de Missy ou encore des Cybermen mondasiens. Et forcément, puisque désormais, la communication de la BBC ne se fait que sur ça. Le retour de personnages que les fans aiment bien, ou plus simplement, sur la nostalgie des fans. Prenez par exemple le moment où le Docteur s'apprête à se régénérer dans le final de la saison 10. Il prononce les 2 dernières phrases des 2 précédents Docteurs. I don't want to go. When the Doctor was me. When the Doctor was me. I will always remember when the Doctor was me. Encore une fois, pour nous rappeler à quel point les régénérations précédentes nous avaient tant marqué. Et je ne parle même pas du bureau du Docteur dans The Pilot, bourré de références inutiles, très clairement placées là juste pour du pur fanservice. Bon ok, vous n'êtes toujours pas convaincu? Regardez l'affiche officielle de The Doctor Falls. Ils ont carrément repompé le style de celle de The Day of the Doctor, sans aucune raison. Je veux dire, les épisodes n'ont pourtant rien à voir. Donc pourquoi faire un copier-coller aussi évident, si ce n'est pour jouer sur la nostalgie des fans? Le retour de John Sim est un très bon exemple d'ailleurs. Je pense qu'on était tous très contents de le revoir, mais comme je l'ai dit plus tôt, il n'était pas franchement très utile au final. Prouvant encore une fois qu'il n'était là que pour la forme. Enfin voilà, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on en soit arrivé à faire du fanservice facile pour plaire aux fans, alors qu'avant on regardait Doctor Who pour Doctor Who, et pas pour autre chose. Il faut que la série apprenne à se renouveler, et pas se baser sur de vieux trucs pour plaire à des anciens fans. Et j'espère que Chris Chibnall l'a bien compris, et nous fera quelque chose de bien mieux à ce niveau-là. Bref, au final ce fut une assez bonne saison, que je classerais entre la saison 8 et la 9. L'arc des Monks remontant pas mal le niveau global, bien que très imparfait. On a eu de bonnes surprises comme Nardole par exemple, que j'ai particulièrement adoré. Quant à Bill, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Elle fait le taf mais c'est tout. Et que dire du Docteur de Peter Capaldi? Je le trouve excellent depuis la saison 9. C'est indéniablement un très bon Docteur, et je vais vraiment être très triste quand il partira. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser afin que vous puissiez reprendre une activité normale. Même si mon rythme de publication est plus proche d'un Antoine Daniel que d'un Squeezie, j'ai quand même l'intention de continuer de faire des vidéos. Donc maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à plus.